L'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé ANAES a publié aujourd'hui son classement 2023 des meilleurs hôpitaux du Mali. Une occasion d'encourager l'excellence dans les hôpitaux maliens. Vous en saurez plus sur ce classement dans cette édition. En protestation à l'arrestation de 2 banquiers, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance, entreprises pétrolières et commerce du Mali, SINABEF, a décidé de déposer un préavis de grève courant cette semaine. Vous en saurez plus dans quelques instants. En prison depuis mars 2023, Mohamed Youssouf Bachili, dit Rasbach, et Rokia Doumbouya, dite Rose Vicher, sont toujours en attente de leur procès. Ces 2 personnes sont accusées d'atteinte au crédit de l'État. Les détails dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement votre bienvenue. Les résultats issus de l'évaluation et de la performance des 15 hôpitaux au titre de l'année 2023 sont désormais disponibles. Et c'est l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, qui vient en première position avec un score de 127 points, suivi de l'hôpital du Mali, 111 points, et de l'hôpital professeur Bokar Sidi Sall de Kati avec 109 points. L'information a été donnée ce jeudi par le directeur général de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé ANAES. La cérémonie s'est tenue dans la salle de conférence de la dite structure. Les détails avec Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keita. Les 3 hôpitaux les plus performants au titre de l'année 2023, c'est notamment l'hôpital de Kati qui est venu en 3e position, avec l'hôpital du Mali qui est venu en 2e position, et cette année c'est l'hôpital, c'est l'IOTA qui est venu en 1re position. Ce sont les résultats issus de l'évaluation de la performance des 15 hôpitaux au titre de l'année 2023. En effet, cette mission d'évaluation de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, a pour but d'assurer des services et soins de santé de qualité à la population. Cette évaluation a été faite courant septembre, donc à peu près sur une période, sur l'ensemble des 15 hôpitaux. C'est-à-dire ça, c'est une obligation non seulement légale, à travers la loi hospitalière, qui demande à ce que les hôpitaux soient évalués. Donc maintenant, c'est sur cette base que nous avons restitué aujourd'hui les résultats. Les données ont été collectées sur la base de 22 indicateurs par hôpital. Donc des indicateurs généraux et des indicateurs spécifiques par rapport à la spécificité souvent de l'hôpital. Parce que souvent on ne peut pas mélanger par exemple l'hôpital l'IOTA par exemple qui est à vocation de 3e référence mais à vocation spéciale. Donc on ne peut pas mélanger avec par exemple un hôpital de 3e à vocation générale. Donc il y a souvent des spécificités qui diffèrent un peu d'un hôpital à l'autre. Cette mission d'évaluation a permis à l'agence d'identifier non seulement les insuffisances des hôpitaux, mais aussi de constater les progrès enregistrés par certains. Il y a eu un progrès. C'est vrai que l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a eu un progrès. Il y a eu un progrès significatif. Tous les hôpitaux ont pratiquement progressé sur beaucoup d'indicateurs. Vous l'avez vu comme nous à travers les résultats qui ont été présentés à l'assistance. Mais cela dit, il y a toujours des insuffisances. Vous savez, c'est une œuvre humaine. Souvent, c'est des insuffisances. Souvent, peut-être, c'est des difficultés qui sont endogènes ou exogènes à l'hôpital. Il faut aussi être honnête. Souvent, c'est des difficultés endogènes, c'est des difficultés qui relèvent de l'hôpital, mais c'est des difficultés qui ne relèvent pas forcément de l'hôpital. Souvent, par exemple, le cas des ressources financières. Souvent, les hôpitaux n'arrivent pas à avoir toutes les ressources financières ou le niveau des tarifs. On va voir, les tarifs sont très très bas aujourd'hui. Les tarifs ne reflètent pas vraiment les prestations. Assurer les services et soins de santé de qualité à la population est l'une des priorités des autorités. C'est pourquoi le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social a félicité l'ANAES pour sa mission d'évaluation. Et leur engagement constant pour l'amélioration du service public hospitalier. Je voudrais dire encore une fois que nous l'avons déjà cité qu'au cours des états généraux que nous venons de finir et dont les rapports ont été remis à Madame le ministre de la Santé, a sorti quand même d'un plan budgétisé jusqu'à 1269 milliards, alors qu'il paraît un tout petit peu élevé pour les gens, c'est sur 10 ans.
et qui répondent non seulement à la vision 2063, en tout cas du gouvernement, mais aussi à faire comprendre aux uns aux autres que la santé est un investissement. La cérémonie de restitution au grand public des résultats issus de l'évaluation de la performance des 15 hôpitaux au titre de l'année 2023 a pris fin par la remise d'attestations aux différents établissements lauréats. Dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation de la population sur les potentialités, les capacités et les efforts et les offres de services dans la prise en charge des maladies, le centre hospitalier universitaire CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati a organisé ce jeudi 13 mars 2025 une journée porte ouverte au public. Il s'agit pour les citoyens de visiter l'hôpital, connaître sa capacité, comprendre son fonctionnement et les efforts déployés pour assurer une meilleure prise en charge des patients. Les détails avec Keita Gabriel. C'est le ministre de la Santé et du Développement social, médecin-colonel Assamba Diallo Touré, accompagné de son collègue des transports et des infrastructures, Madina Sissoko, qui a donné le ton de cette journée porte ouverte à l'hôpital. Les visiteurs ont eu l'opportunité de découvrir des services importants tels que le bloc opératoire, les urgences, la réanimation et d'autres départements clés comme la traumatologie, l'imagerie médicale, la pédiatrie. Cette initiative vise non seulement à informer le public sur les équipements modernes disponibles, mais aussi de sensibiliser sur le fonctionnement interne de l'hôpital. Vous avez pu découvrir depuis les urgences jusqu'au niveau de la pédiatrie tout ce que l'hôpital de Kati peut offrir en termes de soins. Et j'ai constaté pendant cette visite que les gens en majorité étaient émerveillés par la qualité des équipements que nous avons. Il est important de souligner que la majeure partie de ces équipements répondent aux normes internationales. Et en matière de chirurgie, vous avez pu constater que la tendance du CHU de Kati est d'aller vers des interventions de plus en plus mini-invasives, sinon sans incision, et avoir un résultat probant à la fin de ce traitement. C'est pour vous rassurer que ces équipements que nous avons reçus, que l'ensemble du personnel du CHU de Kati va tout mettre en œuvre pour mieux les entretenir, parce que ces équipements ont été chèrement acquis. Donc j'imagine que dorénavant, l'ensemble du personnel qui est là va être un émissaire auprès de la population pour leur dire que tout peut se traiter à Kati. On n'a plus besoin de faire une évacuation sanitaire vers une autre structure. À l'issue de cette visite, la ministre s'est félicitée des réalisations et des acquisitions d'équipements de dernière génération sur lesquels veille avec rigueur le personnel de l'hôpital. De cette visite, on peut dire que Kati a tenu toutes ses promesses et que sans hésiter, on peut dire que Kati est un hôpital de 3e référence, surtout sur le plan traumatologique. Tous ces appareils sont flambant neufs, de dernière génération et acquis sur budget d'État. Ça veut dire que c'est la souveraineté sanitaire qui est en marche à Kati. Nous avons des bons médecins, des bons appareils et maintenant nous leur demandons de bien faire le travail et de bien prendre soin de ces appareils parfois qui sont revenus très chers à l'État et pour le bien-être des populations maliennes. Malgré l'acquisition d'équipements de dernière génération, le CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati se trouve confronté à de nombreuses difficultés. En termes d'infrastructures, nous avons besoin de renouveler certains de nos bâtiments d'hospitalisation. Nous avons besoin de faire l'extension des urgences et du bureau des entrées pour augmenter nos capacités d'accueil des malades. Nous avons aussi besoin de la rénovation de la cour et en termes d'équipement, nous sommes au point, comme nous avons dit, mais quand même nous avons besoin d'un nouveau scanner plus performant que ce que nous avons présentement. La journée a également été l'occasion de promouvoir une meilleure connaissance des services offerts dans le but de renforcer la collaboration entre l'hôpital et la communauté et de renforcer l'accès aux soins de santé.
Le SINABEF annonce un préavis de grève en assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui à la Bourse du Travail. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance, entreprises pétrolières et commerce du Mali, SINABEF, a décidé de déposer un préavis de grève courant cette semaine. Cette décision fait suite à l'arrestation de 2 responsables d'Ecobank. Le SINABEF exige leur libération sans condition et sans délai. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter Amadoune Ba, secrétaire général du SINABEF au micro de Lolomadi Baté et de Sanata Boari. La conclusion, c'est que nous partons forcément vers un préavis de grève à la demande des militants. Il a fallu les calmer d'ailleurs pour qu'ils acceptent le principe de préavis. Parce que la plupart des militants tellement remontés par tout ce qui se passe, par ces cas d'injustice, ne veulent même pas entendre parler de préavis. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une personne, nous parlons de 158 travailleurs. Nous parlons des syndicalistes licenciés à Petrobama. Nous parlons des syndicats licenciés à Baraka. Et on ne fait rien. C'est ce que j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Donc vraiment, les travailleurs de Ecobank, nous avons touché au mot. Nous sommes convaincus, c'est nous qui faisons ce travail tous les jours. Ces gens n'ont fait que leur travail. Ils ont signé au nom de l'institution avec l'entête de Ecobank, le cachet de Ecobank. Donc ils n'ont pas commis de faute? Ils n'ont commis aucune faute, même pas une erreur. Parce qu'une erreur, c'est encore plus banal qu'une faute. Ils n'ont fait que respecter les procédures bancaires en la matière. Ils n'ont fait que transférer un message. À qui des droits? Ils n'étaient même pas obligés. Donc s'il y a quelqu'un en cause, c'est SWIFT qui est en cause. Et SWIFT est basé à Bruxelles. C'est SWIFT qui est en cause. Et le message SWIFT qu'ils ont authentifié est un message authentique qui est venu par les canaux normaux bancaires. Maintenant, dans le SWIFT, il est dit clairement, même le message qu'ils ont envoyé, que les originaux des garanties sont envoyés par DHL à EDM. Donc, EDM n'avait qu'à attendre ces garanties. Et les garanties Ecobank n'est pas au courant. J'ai dit qu'ils ont écrit au nom de l'institution, c'est pour les mettre hors cause. De toute façon, même s'il y a faute, ils sont hors cause, c'est la banque qu'on devrait attaquer. Ils ont signé un document avec l'entête de la banque, avec le cachet de la banque, avec leur qualité. Directeur des grandes entreprises et l'autre directeur, je crois, digital, quelque chose comme ça. Ils ont signé en ce sens-là pour envoyer au nom de Ecobank. Donc ils ne sont pas en cause. Maintenant, si le juge estime que la banque est en faute, moi j'aurais préféré qu'on attaque la banque que d'attaquer les gens et les avocats de la banque allaient défendre la banque. C'est un message transféré. Et ce message, tenez-vous bien, Ecobank n'était pas obligé. Ecobank pouvait même déchirer et jeter. Il n'y a aucune conséquence. Ecobank l'a envoyé de bonne foi. Ils ont reçu un telex, ils ont envoyé. Les fonds ne sont pas logés à Ecobank. Ecobank ne connaît pas le contrat, la nature du contrat. Ecobank ne sait même pas de quoi il s'agit. Ecobank a reçu un message et ils ont transféré le message. Et dans tous les courriers que Ecobank a envoyés, sachant bien qu'ils ne sont au courant de rien, ils ont mis dans le courrier « Merci de trouver vos garanties sans engagement ni responsabilité ». Et par ailleurs, en prison depuis mars 2023, Mohamed Youssouf Bachili, dit Rasbach, et Rokia Doumbia, dite Rose Vicher, sont toujours en attente de leur procès. Les proches des 2 personnes accusées d'atteinte au crédit de l'État dénoncent une affaire politique. Assitan Diallo. Incarcéré depuis 2 ans, le célèbre animateur Mohamed Youssouf Bachili, dit Rasbach, et Rokia Doumbia, dite Rose Vicher, sont toujours en attente de leur procès. Arrêtés depuis le 13 mars 2023, ces 2 célébrités sont accusées de porter atteinte au crédit de l'État. Pourtant, Rasbach, chroniqueur à radio et porte-parole du collectif pour la défense de la République, CDR, a été déclaré non coupable pour simulation d'infraction suite à ses apparitions médiatiques sur la mort de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Malgré ce jugement en sa faveur, Rasbach est maintenu en prison car le parquet a fait appel pour d'autres chefs d'accusation, notamment l'association de malfaiteurs et l'atteinte au crédit de l'État. Depuis, il est en prison en attente d'un jugement. Tout comme lui, Rokia Doumbia, dite Rose Vicher,
Cette mère de famille et influenceuse sur les réseaux sociaux dénonçait la cherté de vie avant son interpellation. Depuis leurs arrestations, beaucoup pensent qu'ils sont des prisonniers d'opinion, compte tenu de leur position vis-à-vis de la gestion de la transition au Mali et la cherté de la vie. Tout comme ces avocats de la défense, les membres du CDR s'indignent de la lenteur de la procédure en cours dans l'affaire de leur guide Rasbach. Actualité sur un tout autre plan, l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Touré, encore appelée ENI ABT, a tenu sa 18e session du conseil d'administration ce jeudi 13 mars 2025 au sein de son établissement. Présidé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il était question de l'examen et de l'adoption du procès verbal de la 17e session du conseil d'administration et de l'adoption du contrat de performance de l'ENI ABT au titre de l'année académique 2025. Le compte rendu avec Maïmouna Ouedraogo et Mantala Ouattara. Cette rencontre qui a regroupé les administrateurs de l'ENI ABT a permis de faire le bilan de l'année 2024, d'examiner et adopter les budgets prévisionnels pour l'année en cours, l'examen et l'approbation des comptes administratifs du compte de gestion 2024, entre autres. À cette occasion, le président du conseil d'administration a invité les administrateurs à une analyse approfondie des documents. Mesdames et messieurs les administrateurs, nous l'avons dit l'an passé dans cette salle que l'ENI ABT demeure un outil principal de refondation pour les autorités hiérarchiques du Mali. Mesdames et messieurs, je voudrais vous exhorter à procéder à une analyse minutieuse des documents qui vous sont soumis afin que sortent des lignes directives permettant de guider l'ENI ABT sur le chemin de la recherche, des performances et de meilleure réputation à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Et au-delà de cette session, nous aurons besoin de vous pour recueillir vos avis, pour que l'ENI puisse aller de loin. Quant au directeur général de l'ENI ABT, il s'est dit satisfait des résultats obtenus malgré les contextes difficiles que traversent les pays. Et pour cette année, des innovations sont en cours. Nous sommes satisfaits des résultats. C'est vrai que les pays traversent des difficultés et dans cette situation, les allocations des ressources financières, ça peut ne pas être à hauteur de soi. Et ce n'est pas à hauteur de soi en ce qui concerne l'État. Mais l'État nous donne des subventions. Nous générons aussi des ressources propres. Et je crois qu'à l'entrée, vous avez vu, il y a un incinérateur qui a été construit. Dans l'avenir, nous voulons produire du biogaz avec ça. À côté de vous, vous voyez très bien qu'il y a aussi une grande salle qu'on est en train de construire, qu'on appelle salle des enseignants ou salle des professeurs. Pour pouvoir relever les défis de l'année 2025, l'ENI ABT compte mobiliser plus de 2 milliards 674 millions de francs CFA. Direction Mopti, où une trentaine de personnes renforcent leurs capacités sur les notions de la transformation des conflits, la sécurité humaine et les mécanismes de gestion de conflits. C'était à la faveur d'un atelier de 3 jours qui a pris fin ce jeudi 13 mars 2025. Une initiative de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali dans le cadre de la mise en œuvre du projet Just Future. Moussa Traoré depuis Mopti. La situation sécuritaire actuelle au centre du Mali, précisément en région de Mopti, reste volatile. Elle est marquée par des défis comme des tensions communautaires et des crises politiques récurrentes. Cette situation a motivé la tenue de cette formation de 3 jours initiée par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali, qui œuvre pour une société plus durable et inclusive. Pour ce faire, elle organise des sessions de renforcement des capacités des organisations de jeunes et de femmes ainsi que des personnes en situation de vulnérabilité. On a initié cette formation visant à renforcer les capacités des jeunes citoyens
les personnes vulnérables et surtout les déplacés, les personnes vivant avec des handicaps. Alors 30 jeunes participent à cette formation, les permettant d'être outillés et renforcés afin qu'ils puissent être impliqués dans le processus de consolidation de la paix et faire aussi des plaidoyers à l'endroit des autorités de paix et cohésion sociale, mais aussi de la justice, afin qu'ils soient aussi des acteurs impliqués dans ces processus. Un espace qui a été une occasion pour les participants de s'exprimer sur les mécanismes de gestion de conflits et d'être outillés pour une participation accrue au processus de consolidation de la paix dans la région de Mopti. Alors, ce que moi j'ai compris dans ces 3 jours de formation, c'est que le conflit est différent de la guerre. Pour moi, j'avais pensé que j'avais toujours dans ma tête que quand on parle de conflit, c'est comme si on parle de la guerre. Dorénavant, je vais aller partager au dehors avec mes camarades que le conflit et la guerre ne sont pas les mêmes. Une très belle initiative, nous sommes déjà très heureux, mais aussi honorés d'être associés à cela. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la thématique qui avait été prise comme la transformation et la gestion des conflits, surtout le groupe cible. Il s'agit des jeunes, des groupements des jeunes, mais aussi des personnes qui vivent en situation de handicap. Donc cela est une très bonne chose, en ce sens que nous savons que la transformation des conflits, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il faut vaincre la violence, ensuite créer un climat, un environnement sain pour permettre aux gens à aller vers la cohésion sociale. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Just Future, un programme quinquennal mis en œuvre dans 6 pays, dont le Mali, est dirigé par l'Alliance des ONG internationales et locales ainsi que par des organisations de la société civile. Hier, mercredi 12 mars 2025, Orange Mali a organisé une rupture collective de jeunes à la grande mosquée de Bolibana en commune 3 du district de Bamako. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité et du rapprochement avec la communauté a réuni de nombreux fidèles auxquels l'entreprise a offert des kits de rupture de jeunes. La Sindiakité pour le compte-rendu. Pour Orange Mali, cette action va au-delà de la simple distribution des kits. Elle vise à renforcer sa relation avec ses clients tout en améliorant son image d'entreprise responsable et proche de la population. En agissant ainsi, Orange Mali s'impose comme un acteur engagé, soucieux du bien-être des utilisateurs de son réseau. On a essayé par cette contribution-là de venir en aide aux démunis. Plus de ça, c'est encore l'un de nos axes, encore ou quelques-unes de nos valeurs qui sont le partage, la solidarité pendant ce mois. Un mois sacré et de solidarité comme on le dit, comme on le sait. Donc c'est un engagement solidaire de la direction qui nous tient à cœur. Donc du coup, on a essayé de faire un maillage. On va essayer de passer commune par commune. C'était l'année dernière au moins 9 mosquées on a fait, plus une mosquée à Kati. Et cette année, on va essayer de faire 4 mosquées ici et une à Kati, Inch'Allah. L'imam de la mosquée et les fidèles ont exprimé leur gratitude envers Orange Mali, soulignant l'importance de ces gestes qui renforcent les liens sociaux et aident les plus démunis pendant le mois de Ramadan. Vraiment, je suis très content. Ce geste de Orange Mali est salutaire et sociable. Vraiment, venir dans une mosquée et donner à manger aux musulmans, ça, il n'y a rien à dire. Le geste est salutaire et sociable. Nous remercions beaucoup Orange Mali pour ce geste. Cet événement témoigne de l'importance de la solidarité dans la stratégie de fidélisation d'Orange Mali qui s'efforce de répondre aux attentes sociales de ses clients tout en consolidant sa position sur le marché. Et vous l'aurez compris, c'était un compte-rendu de la Sindiakité avec la voix de Rukiatou Dambélé. Et c'est ce qui me fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Tourne-toi vers le soleil et ton ombre sera derrière toi. Proverbe africain. Bonsoir.